Toutes les espèces vont disparaître un jour ou l'autre, nous y compris d'ailleurs. Nous vivants, nous sommes aussi des gens qui subissons la mort et on se pose des questions. On se demande, est-ce que c'est juste, c'est normal? On a envie de trouver que c'est un scandale. La mort est une insaisissable alien. Elle nous est étrangère, on ne peut pas la saisir. La mort n'est pas vue comme la grande faucheuse. Elle serait plutôt vue comme la semeuse. Du coup, la vraie question à se poser, si la sénescence et la mort sont des traits sélectionnés, c'est en quoi la sénescence et la mort peut maximiser la reproduction. À la mort de certaines étoiles, eh bien, tout ce qui s'est formé à l'intérieur eh bien, explose avec l'étoile et se répand. Des cellules disparaissent, d'autres apparaissent. Et ce renouvellement permanent va masquer une destruction permanente. Finalement, la mort, elle existe à tous les niveaux. Elle existe à tous les niveaux et chaque fois qu'il y a mort, il y a renouvellement derrière. Nous vivons dans l'oubli de nos métamorphoses. C'est une petite méduse qui fait couler beaucoup d'encre. Elle s'appelle Turritopsis dorni. Et si elle fait tant parler d'elle ces derniers temps, c'est pour de bonnes raisons. Cette minuscule créature dont la taille ne dépasse pas quelques millimètres et qui passe son temps à dériver dans l'océan en mangeant du plancton, incarne un des plus vieux fantasmes de l'humanité. Échapper à la mort biologique. Surnommée la méduse immortelle, elle partage ce privilège avec de très rares espèces. Quel est donc son secret ? Contrairement à la grande majorité des organismes vivants, Turritopsis est capable d'inverser son cycle de vie pour rajeunir. Cette surdouée de la survie défie le vieillissement et rien de moins. Aurait-elle inventé une façon de se soustraire aux effets du temps ? Son extraordinaire tour de force intrigue les scientifiques et stimule les recherches de nombreux biologistes et généticiens. La grande question est posée. Pourra-t-on un jour vaincre la mort ou l'abolir ? Pourra-t-on faire reculer ses frontières ? L'humble méduse permet de l'espérer. Mais au fond, que savons-nous de la mort ? Quelle est la nature des relations que la vie entretient avec elle ? Peut-on saisir toute la complexité du vivant sans tenter d'en percer les mystères ? Si la mort semble de prime abord s'opposer à la vie, pourrait-elle cependant révéler un autre visage, une facette moins connue en tant que moteur de l'évolution du vivant ? La mort est un phénomène qui semble universel. Où que l'on projette son regard, on la rencontre. Même les objets inanimés disparaissent, ce qui est leur façon de mourir. Rien n'est éternel, même les étoiles du firmament s'éteignent au bout d'une existence qui se compte en milliards d'années.
Les gens adorent l'univers, trouvent ça très beau, mais je les mets au défi de passer quelques heures dans l'espace le plus froid qui existe, à côté d'une supernova absorbée par un trou noir, etc. C'est une violence inouïe. Il y a des endroits extrêmement froids où il ne se passe rien, c'est la mort totale, et d'autres où c'est extrêmement violent de ce point de vue-là. Peut-on dire que les étoiles naissent, vivent et disparaissent? Que deviennent les notions de vie, de mort et d'éternité pour un astrophysicien? C'est assez étonnant parce que certaines religions, comme la chrétienté, imaginaient un début à l'univers. Il n'y a que Dieu qui était considéré comme éternel. Donc cette notion d'éternité nous traverse toujours, mais on ne sait pas très bien où la mettre. Alors en ce qui concerne l'univers, on disait que le monde avait été créé, je crois, à peu près il y a 6 ou 7 000 ans. C'est ce qu'on lisait dans les almanachs. Et du point de vue des Grecs, eh bien c'est vrai qu'il y avait un monde éternel. On a longtemps pensé cela. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles Einstein s'est trompé quand il a fait son calcul, quand il a essayé d'imaginer un modèle d'évolution de l'univers. Il pensait que l'univers était immuable. Donc du coup, il a introduit dans ses équations le terme qu'il fallait pour que tout reste stable. Et en fait, on sait maintenant, on avait vu, grâce aux observations, qu'au contraire, l'univers est en permanence en train de changer d'état. Donc on est remonté à cette idée qu'il y a, au moins pour l'univers que l'on observe, une origine qui a 13,8 milliards d'années, et on le voit évoluer, la température ne cesse de diminuer, et il a une propriété extraordinaire qui a été découverte dans les années 20 par l'astronome Hubble, c'est que cet univers est en expansion. C'est-à-dire que l'espace s'étire continuellement. Si l'espace s'étire, et en plus en accélérant, ça veut dire que la lumière doit effectivement nous relier pour qu'on puisse échanger. Et nous avons découvert que l'univers subit une accélération tellement rapide que dans quelques temps, peut-être 50, 20 milliards d'années ou 10 milliards d'années, ou certains disent même moins que cela, eh bien l'accélération sera supérieure à ce que le temps que met la lumière pour atteindre les confins ou le bord, etc. C'est-à-dire, autrement dit, la lumière n'ira pas assez vite par rapport à l'accélération de l'univers. Et si tel est le cas, eh bien, ça se terminera d'une manière assez triste, la température. Ce sera le grand gel. Hein, le grand gel, c'est-à-dire que les températures sont telles que très basses, ça atteint le zéro absolu. Il y a plusieurs scénarios en fait. Hein. Il y a l'idée du grand rip, c'est-à-dire que tout s'étire d'une manière telle que même les atomes, même les protons disparaîtront, seront étirés. Et du coup, il n'y aura plus de causalité, il n'y aura plus de phénomène, parce que pour qu'il y ait phénomène, il faut qu'il y ait interaction. Et dans la mesure où les acteurs de ces interactions possibles s'éloignent trop vite les uns des autres, ils ne peuvent plus interagir. Donc c'est la mort thermique, un peu triste. Alors ça, c'est une des manières d'imaginer la fin de l'univers aujourd'hui. Ce qui a été extrêmement important dans l'évolution de cet univers dans lequel nous vivons, c'est qu'il y a eu des changements de phase, des changements d'état très très violents. Vous aviez au début des températures excessives, des densités excessives, de l'énergie qui échangeait particules et lumière. Peu à peu, on voit apparaître des particules. Peu à peu, la lumière et les particules ont un destin un petit peu indépendant. Les particules elles-mêmes donnent naissance au noyau. Les atomes commencent à se former. L'univers devient neutre au point, neutre électriquement, de telle sorte qu'il permet à la gravitation d'entrer en scène. Et là, quand la gravité rentre en scène, eh bien, on voit apparaître des structures nouvelles qui n'existaient pas avant. Donc on voit bien que sans arrêt, il y a des nouveaux acteurs et d'autres acteurs disparaissent. Ils sont morts au sens métaphorique. Alors effectivement, une étoile, ça démarre comment? Ça démarre par une gigantesque quantité de gaz qui, sous l'effet de la gravitation, finit par donner au cours d'un processus qui peut être plus ou moins long, à la naissance d'un astre brillant, une étoile qui ressemble au Soleil ou toute autre étoile plus petite ou plus grosse. Mais cet état, ces changements d'état, c'est une évolution qui effectivement fait penser à la vie, parce qu'il y a un moment où on a du gaz, un moment où on a une étoile, un moment où on voit l'étoile disparaître. Donc effectivement, on peut parler dans ce sens-là de vie et de mort. À la mort d'une étoile, pour revenir à ce concept que nous suivons, eh bien, à la mort de certaines étoiles, eh bien, tout ce qui s'est formé à l'intérieur eh bien, explose avec l'étoile et se répand dans le gaz, dans le milieu, ce qu'on appelle le milieu interstellaire, tout ce qui se passe, tout ce qui se situe entre les étoiles, et puis n'attend qu'une chose, c'est finalement d'être incorporé dans la naissance d'une nouvelle étoile.